Hélène Romano, est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces années de procédure, après ce précédent judiciaire, est-ce qu'on se méfie de la parole des enfants ? Il y a eu un avant, un après Outreau, c'est très clair, avec beaucoup d'enfants victimes maintenant qui ne sont plus entendus et une suspicion généralisée de la parole de l'enfant. Alors on est passé peut-être d'une sacralisation excessive à une diabolisation de la parole de l'enfant, mais surtout parce qu'on n'a pas pu entendre les enfants correctement. Il ne faut pas oublier que les enfants d'Outreau sont souvent stigmatisés comme des enfants menteurs, alors que ce sont des enfants qui ont tous été reconnus victimes, ça on l'oublie, et ça, c'est extrêmement important de le rappeler, que pour les enfants victimes, il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire qu'on entend les avocats de la défense dire « oui, mais ça sert à quoi d'en parler maintenant ?» C'est imprescriptible quand les enfants, même devenus adultes, 10 ans, 15 ans après... Mais comment on fait la part des choses, justement ? Comment on fait la part des choses ? C'est que des enfants victimes vont être en capacité de témoigner d'éléments sensoriels. Et là, on voit bien le décalage entre ce qui est mis en avant par les avocats de la défense, en disant les révisionnistes, c'est pas possible, ils n'ont jamais cité le nom de Daniel Legrand. Il faut quand même avoir notion que quand un enfant est violé, sodomisé, dans des situations collectives, comme ça a été le cas pour ces enfants-là, ils ne demandent pas la carte d'identité des auteurs. Donc les enfants ont donné des éléments sensoriels, des éléments de détails physiques qu'ils ne pouvaient pas inventer. Justement, Physique, des détails d'anatomie. Ce qu'ils ont ressenti, tout simplement. Non, des éléments de ce qu'ils ont pu voir, de spécificité physique, du sexe, des choses que vous n'allez pas pouvoir inventer. Mais la carte d'identité, ils ne l'avaient pas. Donc, ils n'ont peut-être pas nommé, on ne leur a pas posé la question forcément. Donc là, on voit bien le décalage. Sauf s'ils connaissent les agresseurs. Sauf s'ils connaissent l'agresseur, mais ils peuvent connaître l'agresseur sans avoir son identité. Ils peuvent le décrire, le connaître, sans avoir l'identité. Et on voit là le décalage quand on parle de la parole de l'enfant, du témoignage de l'enfant, entre les représentations des adultes, ce qu'ils en attendent, et ce que les enfants peuvent donner. Les enfants, ils vont donner des éléments de ressenti. Et c'est aux adultes d'être précautionneux, d'être attentifs pour recontextualiser. Et là, on parle et comme on remet en avant la question de la parole, le témoignage des enfants victimes, on voit bien que c'est insupportable l'enfance d'en entendre parler. Dès qu'on en parle, on a des avocats, des ténors du barreau, acquittateurs et compagnie, qui vont dire, voilà, ce sont des révisionnistes. Je rappellerai juste que s'il n'y avait pas eu des révisionnistes, il y a certains procès, entre autres, il y a certains, je pense à Dreyfus, il aurait fini au bagne. Donc, révisionniste, c'est-à-dire reprendre des situations, comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ce procès n'a pas eu lieu il y a 10 ans ? On n'en parlerait plus, il n'y aurait pas toutes ces reviviscences pour les victimes, pour Monsieur Legrand. Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que la parole des enfants n'a pas été entendue il y a 10 ans et qu'il y a eu cette espèce d'accord secret pour pas que le procès ait lieu ? C'est là-dessus qu'il faut s'interroger.